Merci à tous d'être présents aujourd'hui, d'autant que cette séquence a failli ne pas avoir lieu, car notre invité, Hakim El Karoui, s'est désisté au dernier moment pour des raisons professionnelles. Mais heureusement, il nous a envoyé son complice, vous, Guillaume Anézo, auteur avec lui de ce Marine Le Pen présidente, un livre étonnant parce qu'il raconte les premières années à l'Élysée, c'est donc une fiction, de celle qui est aujourd'hui toujours candidate du Rassemblement national à la prochaine élection présidentielle. Sa nomination d'un Premier ministre, ses premières décisions, ses premiers problèmes. Et j'avoue que vous m'avez fait douter de la question que je souhaitais vous poser, qui est vraiment Marine Le Pen. Question intéressante pour nous, Philodécrypte, qui propose chaque mois un moment de réflexion sur l'actualité, alors qu'aujourd'hui, Marine Le Pen joue son avenir politique, avec un procès qui décidera si elle peut se présenter en 2027. Question d'autant plus importante qu'en France, la personnalisation de la vie politique est extrêmement forte, avec cette constitution qui fait du président de la République un personnage clé. Mais vous m'avez suggéré que cette question était un peu superficielle, sinon idiote. Bref, une question de journaliste, que je suis d'ailleurs. Car pour vous, l'essentiel en politique, ce sont les idées, le programme, pas les personnalités. Sur le fond, vous avez totalement raison. Dans la réalité, c'est moins sûr. Car aujourd'hui, chacun sait que les idées, les programmes et les promesses sont fragiles comme la vérité. D'ailleurs, parfois, les hommes politiques changent de camp et même se renient, voire racontent des mensonges, et souvent, ils nous surprennent. Du coup, faire un pronostic en politique, c'est très courageux. Même les sondages peuvent être démentis de façon magistrale. Édouard Balladur et Lionel Jospin pourront en parler, puisqu'ils étaient les grands favoris de la présidentielle de 1995 et de 2001. D'ailleurs, vous en profitez pour reprendre un vieux concept philosophique tout à fait intéressant, celui du cygne noir, comme l'oiseau qui généralement est blanc. Il symbolise l'inconnu qui contredit ses croyances et que vous définissez comme, je vous cite, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas et qui va nous arriver dans la gueule et changer tout. En plus, vous ajoutez, même si au début, les imbéciles n'y verront rien. Voilà pourquoi, au nom de tous les imbéciles, je vous posais une première question très personnelle. Avant même que vous nous parliez de Marine Le Pen au pouvoir, je vais vous demander qui êtes-vous, Guillaume Anézo, pour savoir qui parle. D'autant plus que votre parcours le mérite. Des diplômes prestigieux d'abord, un parcours politique aussi, comme conseiller de personnages importants, puis manager dans de grandes entreprises comme Vivendi ou AGF, mais aussi un parcours intellectuel, notamment avec le groupe de réflexion Terra Nova. Vous avez d'ailleurs un profil assez proche d'Hakim El Karoui. La seule différence entre vous, c'est que lui penche plutôt à droite et vous plutôt à gauche, même si tout ça reste assez raisonnable. En effet, votre complice a conseillé Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, et vous étiez à l'Élysée avec un dénommé François Mitterrand. Alors désolé de cette curiosité, mais sans tomber dans le people, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? J'ai commencé ma carrière au ministère des Finances, comme inspecteur des finances. J'ai ensuite été au cabinet de Pierre Bérégovoy. C'est Pierre Bérégovoy qui m'a appris à travailler et qui m'a ensuite envoyé comme conseiller économique de François Mitterrand. Et puis ensuite, j'ai été dans le secteur privé et j'ai été directeur financier de grandes entreprises pendant une dizaine d'années, les AGF, la Générale des Eaux. Ensuite, j'ai été banquier d'affaires. J'ai créé ma propre boutique, je l'ai vendue à Rothschild, j'étais associé gérant de Rothschild. Et j'ai toujours, parallèlement à ça, gardé mon intérêt pour l'économie politique. Et l'âge venant, je me suis dit que j'allais passer un peu plus de temps à transmettre, à écrire. J'enseigne l'économie financière à Normal Sup. Bon, je rappelle au passage qu'il a fait l'ENA et Normal Sup. Bon, vous en êtes remis? Oui. Les gens qui continuent à se définir en fonction de leurs études à 65 ans, je me méfie d'eux. Normalement, il faut avoir fait autre chose entre-temps. Alors vous étiez quand même, vous aviez une fibre politique. D'après Wikipédia, vous auriez pris votre carte du PS à 18 ans. Alors ma question, c'est pas vous demander pourquoi, c'est vous demander si vous l'avez toujours.
non, je reste social-démocrate. En fait, surtout, je n'ai pas changé d'opinion politique. Cette opinion politique me mettait au centre il y a 25 ans et aujourd'hui presque à l'extrême gauche. J'ai gardé un peu les mêmes idées que dans ma jeunesse en accumulant simplement des expériences qui forcent à relativiser toutes les idées. Au PS, vous vous sentez à l'aise? Non, à l'aise avec aucun discours politique. Mais sur l'orientation philosophique, je reste social-démocrate. Pourquoi vous n'avez pas fait une carrière politique, au fond? Parce que vous avez tous les... Parce que j'avais promis à ma femme de ne pas le faire. Les gens de ma génération, avec qui j'étais ami, Pierre Moscovici, Marisol Touraine, l'ont fait. C'est une raison de confort? C'est une raison de confort personnel. J'ai pas eu la dédication aux autres suffisante pour décider de faire de ça ma vie. Et j'ai donc beaucoup de respect pour ceux qui l'ont fait. Qu'est-ce que vous retenez de votre collaboration avec François Mitterrand à l'Élysée? Est-ce que ça constitue pour vous un modèle politique? Oui, d'une certaine façon. Les deux héritages de François Mitterrand, c'est-à-dire la réconciliation de la gauche avec la durée. Le fait que la gauche, c'est pas seulement gouverner dans des anfractuosités de l'histoire qui mettent un grand désordre, font des conquêtes sociales et puis après, tout de suite après, on part parce que ça n'est pas soutenable. La gauche a, pour la première fois, la capacité de gouverner dans la durée, sur 14 ans, enfin 2 fois 5 ans au moins. Le deuxième héritage est un héritage européen. Et avec ces deux-là, je continue à penser que c'est un assez grand moment. Depuis qu'il a disparu, Mitterrand, la gauche, l'union de la gauche, c'est quand même un vrai problème. Il fallait être un vrai artiste pour concilier ces deux tribus qui coexistent au sein de la gauche, pour simplifier les sociodémocrates et les insoumis. Il n'y avait pas d'insoumis. Il y avait le Parti communiste. Oui, mais c'est différent. On va dire une gauche radicale et une gauche social-démocrate. Oui, il y a toujours eu une gauche radicale et une gauche social-démocrate. Et la gauche radicale a du mal à faire autre chose qu'aider la droite à arriver au pouvoir ou l'extrême droite. Alors, première question sur votre livre. Vous prédisez, c'est une fiction, qu'il va y avoir une élection présidentielle en mars 2026. Alors, bien sûr, le livre a été publié il y a 1 an, donc vous avez une excuse. Mais ma question, c'est pas savoir si vous êtes trompé, parce que visiblement, ça va être difficile. Est-ce que vous croyez toujours qu'il va y avoir une élection anticipée ou que Macron va tenir le coup jusqu'en 27? Je ne sais pas. En 2026 ou en 2027, qu'est-ce que ça change? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça change une chose, c'est que si c'est une présidentielle anticipée, la campagne est très courte. Ah, c'est mieux de réfléchir pour voter. Moi, j'aimerais bien qu'on ait le plus de temps possible pour réfléchir. Écrire une dystopie, c'est un exercice assez risqué, pas seulement parce que certaines prévisions ne se réalisent pas, évidemment, mais aussi parce que on est dans une période où, quelquefois, la réalité dépasse la dystopie. Quand on l'a écrite, les gens nous disent « Non, mais là, quand même, là, vous exagérez ». Vous allez vers le grotesque. Si vous regardez, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, nous, on a écrit des trucs qui paraissaient à l'époque dingues. On n'aurait jamais écrit que le président américain allait menacer le Groenland d'une invasion, menacer le Canada d'une invasion. Pour finir sur votre question, avoir un peu de temps, effectivement, serait pas mal. Bien regarder ce qui se passe aux États-Unis, bien regarder ce qui se passe ailleurs, en Europe notamment. Au fond, on a pris Marine Le Pen. L'avantage au moins que c'est un personnage qui a un minimum d'épaisseur, de complexité, de souffrance. Enfin, j'aurais pas su écrire une dystopie avec Bardella. On peut pas faire une dystopie avec un hologramme. Elle, au moins, mais l'important, c'est pas la complexité du personnage, et c'est bien pour écrire que le personnage en ait un peu, qu'il ait un peu souffert, qu'il ait un peu quelquefois pensé contre lui-même, qu'il ait un peu fait des choses contre son propre camp de temps en temps, parce que ça met de la complexité qui permet d'imaginer ce que ça peut être quand il sera confronté à la réalité. Mais au fond, ce qui est important, c'est même pas tellement le programme, c'est quelles sont les forces qui sous-tendent, quelle est la banque de colère qui est mobilisée pour créer l'énergie politique qui va amener à son élection et qu'il faudra d'une certaine façon satisfaire. Dans ce livre, vous dressez un véritable portrait de Marine Le Pen parce que vous décrivez ses conseillers les plus proches, notamment un sondeur qui souligne sa personnalité, son attention à l'opinion. Vous parlez des décisions qu'elle prend, vous parlez de ses hésitations, de ses états d'âme. Et au fond, c'est un portrait de Marine Le Pen. Je suis désolé de vous faire de la peine, mais
Et je citerai, puisqu'on est à Philodécrypte, une parole d'Aristote qui a dit dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Ce qui est un peu le principe, j'allais dire, de votre livre, c'est-à-dire que vous en faites une description personnelle, au fond, y compris dans ses renoncements. J'ai lu il y a quelques jours dans Le Monde une étude disant qu'il n'y a vraiment pas trop d'incertitude pour l'avenir. La grande majorité des Français pensent que Marine Le Pen ou Bardella sera élu. La majorité des Français souscrivent aux grandes idées présentées par le Rassemblement national. J'ai envie de vous demander, et vous, quel est votre pronostic? Je ne voudrais pas faire de prévision parce que la France a quand même historiquement le complexe d'Astérix, être le dernier village gaulois. Et donc plus le monde devient dominé par la nouvelle pensée unique, identitaire, nationaliste, nativiste, véhiculée par une domination médiatique à laquelle se rallie une part de plus en plus importante des élites. Mais la France a quand même ce complexe d'Astérix. C'est quand même un pays qui a choisi De Gaulle. Hein. C'est un pays qui, au moment où la mode était au libéralisme radical de Reagan et Thatcher, un pays qui a élu Mitterrand. Donc, c'est pas sûr. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une domination très forte de la nouvelle pensée unique, construite. Jusqu'en 2024, l'immigration était la 12e préoccupation des Français sous des formes bénignes. Alors, les gens disent oui, mais c'est un ressenti. Si vous regardez les ressentis, jamais les Français n'ont été aussi peu racistes. Jamais ils ont autant approuvé les mariages mixtes. Quand vous suivez sur 30 ou 40 ans la réponse à la question « Est-ce que les musulmans sont vraiment différents des autres ?», vous avez une baisse de la part de la population qui considère que les musulmans sont une catégorie à part. Donc, c'est pas évident. Alors, bien sûr, les Français disent que c'était mieux avant et ils disent qu'on n'est plus chez nous. Mais ils ont toujours dit que c'était mieux avant et qu'on n'est plus chez nous. Au moment où ils élisaient Mitterrand, il y avait aussi une majorité de gens pour dire c'était mieux avant et on n'est plus chez nous. Ils le disaient autour du ZAC, voilà, en buvant leur... Aujourd'hui, ils le disent sur les réseaux sociaux et ça fait une masse parce que les réseaux sociaux ont pour effet d'égaliser les paroles. Et puis ensuite, ils ont une série de médias qui leur expliquent que c'est le grand sujet du jour. Bon. Mais effectivement, si vous suivez les sondages, il y a un déplacement vers des sujets identitaires, un déplacement à droite de l'ensemble des préoccupations des gens, oui. Est-ce que être pour une régulation de l'immigration, c'est forcément être raciste? Parce que quand on voit les sondages, y compris à gauche, il y a beaucoup de gens qui sont partisans d'une régulation plus forte de l'immigration. De toute façon, quelle que soit la question que vous posez aux Français, ils sont pour des quotas et ils sont pour la régulation. Donc, vous leur dites quotas laitiers, ils sont pour les quotas laitiers. Vous leur dites quotas de voitures japonaises, ils sont pour les quotas de voitures japonaises. Les Français sont pour les quotas de tout depuis toujours. D'ailleurs, nous ne disons pas que l'immigration ne pose pas des problèmes. Hein. Il y a des problèmes de ghetto, il y a des problèmes de concentration. Les réussites ne se voient pas et les échecs se voient. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Mais il reste que, si on regarde le fond à la fois des statistiques et des perceptions, l'intégration marche pas mal et on va avoir besoin de plus d'immigration, de plus en plus. C'est normal, on vieillit, on est entré dans une période de déclin démographique, on entre après les autres dans l'hiver démographique. Et par conséquent, on va avoir besoin de plus en plus d'immigrés. Comme dirait Mélenchon, le grand remplacement, c'est déjà fait. Disons que la France est métissée aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Qui dit ça? Mélenchon. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Il y a 10% d'étrangers, 15% d'enfants d'étrangers en France. Vous tracez toutes les lignes que vous voulez, il n'y a pas de grand remplacement. J'ai dîné avec lui, on était 300, j'étais à côté de lui et Mélenchon a tenu un discours qui n'aurait pas pu être démenti par Zemmour. Il a dit, le grand remplacement, c'est fait, maintenant... Il faut l'accepter. D'ailleurs, il était entouré de gens de couleur. C'est d'ailleurs très sympathique ce dîner. Et il dit maintenant, il faut s'y faire, il faut arrêter de râler. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Est-ce que c'est de la pure provoque ou est-ce que c'est du bon sens? Je trouve que c'est une prise de position sympathique
mais pas tout à fait exact. Les musulmans, c'est 7% de la population, les étrangers, c'est moins de 10%, les enfants d'étrangers, c'est 15%, et d'ici là, à ce que ce soit la majorité... Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est les champions des mariages mixtes. C'est ça le métissage. Ce qui montre d'ailleurs qu'on n'est pas tout à fait aussi raciste que ça, quand même. C'est-à-dire que les immigrés, on n'en veut pas à l'entrée des discothèques, mais on en veut bien comme gendre. Il va falloir s'habituer à l'idée que... Ça, c'est notre prochaine dystopie, d'ailleurs. On y va sortir dans un mois ou deux, qui est une dystopie plus sociale, qui est plus dans un récit qui se transporte en 2030, une France où les immigrés sont partis. Ah bon? Bah oui, les immigrés partent. Si on les emmerde, ils partent. Tous les meilleurs qui partent, évidemment. Donc comment ça marche? Une France où les immigrés partent, et ça marche assez mal. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, très beau livre de 1922, d'un journaliste un peu libéral, un peu libertaire, assez libertin d'ailleurs aussi, Hugo Betauer, et qui a écrit en 1922, un Viennois, qui a écrit en 1922 « La ville sans les Juifs ». C'est une dystopie qui raconte un chancelier conservateur viennois qui fait alliance avec les populistes de droite pour dire que les Viennois doivent absolument retrouver leur identité et qu'ils ne peuvent plus supporter le poids que fait peser sur l'économie la population juive. Le pays expulse les juifs et les expulse très, très proprement vers d'autres destinations européennes, dans des trains confortables. Tout ça, ça se passe sans violence. Et la ville se retrouve sans juifs. Et comment ça marche? Vienne sans juifs, ça marche très mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1922, il voit très bien les enchaînements économiques du populisme. Par contre, il n'a rien compris au fascisme, il n'a rien compris aux enchaînements, à la dynamique du fascisme. Et donc à la fin, la population se révolte, impose un changement de majorité, une nouvelle majorité de socialistes et de libéraux, qui fait revenir les juifs, et le peuple accueille les juifs avec des petits drapeaux en disant « Bienvenue à nos juifs ». On revient, si ça ne vous ennuie pas, un siècle plus tard. Élection de Marine Le Pen en 2027. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans votre livre, c'est qu'il n'y ait pas des émeutes le soir même. Et vous parlez d'un long silence, un grand silence. Comme si les gens étaient surpris. Pourtant, c'est annoncé, réannoncé. Pourquoi ce silence au soir du deuxième tour? Si vous dites qu'il y a 2-3 poubelles qui brûlent, mais pas plus. Parce que c'est démocratique et que ce n'est pas une surprise. Quelque temps après, l'état de droit est remis en cause. Il y a un consensus très large sur la remise en cause fondamentale des principes de base de l'état de droit. Donc là aussi, il y a peu d'émeutes. En tout début du bouquin aussi, vous racontez un entretien de Marine Le Pen avec un sondeur. Et ce sondeur lui dicte un peu sa stratégie, en tous les cas, lui donne des conseils. Et dans ses conseils, il lui dit dites que vous allez rendre aux Français leur fierté, c'est-à-dire, je vous cite, faire baver ceux qui n'aiment pas. Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi cons que ça, les gens du Rassemblement national? Je crois que la politique, c'est pas de distribuer du pouvoir d'achat. Si vous reprenez la politique française depuis 40 ans, en 1981, François Mitterrand fait toutes ces réformes sociales qui distribuent en pouvoir d'achat 2% du PIB. 2% du PIB, ce qui est considérable. À l'époque, il n'y a pas d'euro, donc il y a 3 dévaluations, plan de rigueur, etc. À partir de là, tout le monde est beaucoup plus sage. En 1988, c'est un programme gauche contre droite qui porte sur quoi? Le gros sujet, c'est on va créer l'ISF pour financer le RMI. Ça, c'est une réallocation de 0,1% du PIB. 20 ans plus tard, Lionel Jospin, le gros sujet, c'est les 35 heures. Les 35 heures, ça a coûté 1% du PIB au budget de l'État. Sarkozy, il fait tout un programme, la loi TEPA, en faveur des classes moyennes supérieures, des riches, etc. Et c'est 0,6% du PIB. Emmanuel Macron distribue 3,5% du PIB. Le dérapage des comptes publics, c'est plus que Mitterrand en 80. C'est quoi? C'est la suite des Gilets jaunes et de l'épidémie? Non, c'est deux choses. C'est d'abord qu'il avait un programme de déplacer plus d'argent que tous ses prédécesseurs.
et qu'il a fait les allègements fiscaux, mais qu'il n'a pas fait les hausses d'impôts qui allaient avec. Les impôts sur les retraités, et il ne les a pas fait parce que c'était son électorat. Puis la fiscalité écologique, il ne l'a pas fait parce que c'était les gilets jaunes. Au bout de 3 ans, il s'est trouvé déjà assez largement dans le mur sur le plan budgétaire. Et là est arrivé le Covid, il a décidé de rajouter, non pas seulement pour faire face au Covid, mais aussi des baisses d'impôts et des hausses de dépenses structurelles. Contrairement au discours qu'on entend souvent, le politique est impuissant. Puissant parce qu'il y a l'Europe, il y a le droit, etc. Non, le politique distribue de plus en plus d'argent et pour autant, ça ne marche pas. Alors pourquoi ? À mon avis, ça ne marche pas parce qu'il a perdu le contrôle du récit, du discours, qu'à un moment donné, les gens ont compris que le pouvoir d'achat qui leur a été distribué est de la fausse monnaie, donc ils l'épargnent. Le taux d'épargne est passé de 14 à 19% sur ces dernières années. Donc tout ce qui a été distribué de trop par rapport aux capacités de l'économie a été épargné. On donne de l'argent à des gens qui investissent dans des obligations d'État. Ça n'a aucune raison de provoquer le moindre effet économique positif. Vous dites que ce n'est pas ça qui est décisif. Tout le monde est perdu parce que d'habitude, c'est le centre droit qui est censé, dans notre histoire, Poincaré, Antoine Pinet, Raymond Barre, c'est le centre droit qui est censé défendre la vertu budgétaire. Et puis par rapport à ça, la gauche dit on voudrait un peu plus de social et les conservateurs disent on voudrait un peu plus d'allègement d'impôts. Donc quand c'est le centre droit BCBG qui vous envoie complètement dans le mur les comptes publics, tout le monde est perdu. Face à ça, le programme Mélenchon, c'est 13% du PIB, c'est 2% Mitterrand 81. Le programme du Front National, c'est aussi 5 ou 6. Depuis que Sarkozy a dit « je vais être le président du pouvoir d'achat », les hommes politiques se présentent comme des gens qui vont créer du pouvoir d'achat avec leurs petits bras musclés. Donc vous dites que ce qui compte, c'est le récit. À un moment donné, ce qui compte quand même, c'est le récit, c'est les valeurs. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger. Moi, il y a 2 pays que je trouve intéressants. C'est le Royaume-Uni et la Tunisie. Le Royaume-Uni, le Brexit, c'est vrai, le Brexit, les conservateurs BCBG ont dit le Brexit c'est horrible, ça va vous faire perdre du pouvoir d'achat. Et ça n'a pas marché, parce que les gens, d'une certaine façon, ils savent qu'ils vont y perdre un peu. Mais c'est comme un spectacle. Ils sont prêts à payer pour à un moment donné, voir la tête des libéraux, des élites londoniennes, la tête qu'ils vont faire, pour voir la tête des immigrés qui nous emmerdent. Et donc, ce spectacle-là, on a envie de se le payer. La Tunisie, intéressant, la Tunisie, après 10 ans de désordre démocratique, parce que c'est une transition démocratique qui a été extrêmement désordonnée, le nouveau président, qui est un vrai dictateur, il met en prison des gens parce qu'ils ont déjeuné avec l'ambassadeur de France. Très tolérant avec lui parce qu'il nous retient des immigrés et que maintenant l'Europe est terrorisée dès qu'on voit 200 immigrés arriver dans un bateau. Il a été élu. C'est un dictateur, il a été élu. Ensuite, il a supprimé l'état de droit. Et lui, il n'a jamais rien promis. Il n'a jamais promis aux Tunisiens que ça irait mieux. Il a promis que ça irait mal pour ceux qui n'aimait pas. Et ces promesses, il les tient. Donc vous pensez que c'est vraiment le programme du Rassemblement national, en faire baver ceux qu'ils n'aiment pas. Les envies noires en politique, c'est-à-dire désigner des gens et que tout ça soit un peu un spectacle aussi. C'est des boucs émissaires, quoi. Boucs émissaires, mais sans forcément emmener ça jusqu'aux extrémités du XXe siècle. C'est cette citation de Marx citant Hegel. L'histoire se répète toujours 2 fois. La première fois, c'est sous forme de tragédie, et la deuxième fois, souvent, c'est sous forme de farce. À propos de farce, vous présentez un gouvernement qui est intéressant, avec un Premier ministre, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, Premier ministre de Marine Le Pen. Pourquoi ce choix, même si c'est de la fiction ? C'est un choix qui paraissait original à l'époque et qui ne l'est plus du tout. Maintenant, il n'y a plus aucune différence entre les Républicains et le Rassemblement national, qu'une certaine expérience des comptes publics et donc une certaine prudence comptable chez les Républicains que vous ne trouvez pas sur le Front National. Mais sur les valeurs, moi, je ne vois plus aucune différence. Dans votre dystopie, ce qui est aussi surprenant, c'est que Bardella est presque au placard et il est au ministère de l'Intérieur. Pour un futur Premier ministre ou futur président de la République, c'est pas génial. Pourquoi le met au placard ? Moi, je ne sais pas très bien faire un récit sur un personnage aussi construit. On ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas ce qu'il a appris, on ne sait pas ce que... Il n'y a rien, quoi. Pour vous, c'est un fantôme ? C'est un hologramme.
Donc Marine Le Pen, au moins, elle a vécu des trucs, elle a souffert. Du point de vue d'une écriture romanesque, c'est plus intéressant. Bon, alors il y en a un autre qui est intéressant, c'est Proglio. Le grand patron se retrouve aux finances. Oui, alors lui, c'est un ami. J'ai travaillé avec lui au comité exécutif de la Générale des Eaux. Donc je l'ai prévenu, je l'avais mis là-dedans. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Proglio? Que si elle l'appelait, il irait? Oui, il a trouvé ça très bien. D'ailleurs, il est sympathique dans le roman. Il fait des choses bien. C'est-à-dire qu'il évite le pire? On avait besoin d'un très bon ministre des Finances pour que ça ne soit pas tout de suite une crise financière, une crise monétaire. Si le RN appliquait son programme, on arriverait tout de suite à la fin du livre. Donc on avait besoin d'un peu de temps et que la catastrophe financière n'arrive pas tout de suite. Donc pour des raisons de construction romanesque, on avait besoin d'un bon ministre des Finances qui tienne au moins les marchés financiers dans l'expectative un certain temps. Et Zemmour à l'éducation? Non, à la culture. C'est Marion Maréchal qui est à l'éducation, parce qu'à l'éducation, on a cherché longtemps qu'il n'aime pas l'éducation nationale. Et, voilà. Donc il cherche un ministre de l'Éducation. Il voudrait une influenceuse, mais Nabila, ça ne le fait pas. Ah là, ça vous amuse. Et donc c'est Marion Maréchal qui est ministre de l'Éducation. Pascal Praud à la tête de l'audiovisuel public, je vous félicite. Oui, enfin ça c'est raisonnable. Par contre, il y a une absence. Macron, il est parti où? Il est en fuite? Il n'est pas dans votre livre, hein. Pas un mot. Loana, elle est un peu instable. Je ne crois pas qu'après une catastrophe de ce type, le type qui a amené la catastrophe peut prétendre à un avenir politique. Vous mettez comme coupable principal, en cas de Nuremberg futur, Macron? Ah non, pas comme coupable principal, comme disparaissant dans un trou simplement. Si l'aboutissement du en même temps et de l'effacement des frontières entre la droite et la gauche, l'aboutissement de tout ça, c'est l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, bah, c'est que ça n'a pas marché. Voilà, c'est que tout ça tombera dans les poubelles de l'histoire. Il y a un épisode assez marrant, c'est le Conseil constitutionnel. Alors, Marine, présidente, présente 24 modifications de la Constitution et ça met le feu au Conseil constitutionnel qui, dans un premier temps, le repousse. Finalement, ça a fini par passer avec un référendum. Est-ce que ça va être aussi simple que ça de contourner le Conseil constitutionnel en cas d'accession du Rassemblement national au pouvoir? Oui, parce que c'est le programme commun de l'Union des droites, y compris des Républicains. Et se pose la question de savoir si on peut changer la Constitution par référendum. La réponse dans la Constitution est non. Il dit que la Constitution ne peut être modifiée que avec une majorité des 3/5 dans les deux assemblées, puis une majorité des 3/5 au Congrès ou un référendum, mais d'abord les deux assemblées le votant, les deux assemblées l'ayant voté, et qui est de dire que veut pouvoir changer la Constitution sur les sujets de liberté fondamentale et d'état de droit et de supériorité des normes internationales directement par référendum. Donc ça passe. Ça passe, oui, ça passe. Les gens ont voté pour, ils le savent, on l'a dit, donc ça passe. Il y a des manifs, il y a des gens d'extrême droite qui en profitent pour faire des provoques, et ça se tend de plus en plus. Est-ce que vous pensez au fond que le Rassemblement national au pouvoir, ça finira dans la rue, par des émeutes, par un chaos social, politique? Est-ce que ça finit par la rue? Nous, dans notre truc, ça finit pas par la rue, hein, ça finit par... D'abord, ça finit pas. C'est vrai. Et ensuite, ça finit par la finance. Ça finit par un discours. Ça finit par la finance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une crise de la dette, il y a des tensions, il y a des violences, enfin, il y a un État qui marche, et des ministères de force qui sont loyaux au Rassemblement national. Hein, donc il faut quand même bien voir que, il me semble qu'il y a quand même, aussi odieux que soit LFI, il y a une différence fondamentale. C'est que, d'abord, ils ne peuvent pas être élus, mais que même s'ils étaient élus, je ne vois pas dans quel schéma ils peuvent remettre en cause l'état de droit. Puisque le jour où Mélenchon élu prend en cause l'état de droit, il se retrouve face aux juges qui le censurent, au mur de l'argent et au ministère de force, la police et l'armée, qui lui sont très défavorables. Donc il va en prison tout de suite. Est-ce que ce n'est pas le même schéma auquel va se heurter Le Pen? Ah ben non, parce qu'elle a certes les juges qui diront c'est mal, mais ensuite, les policiers votent à, je sais pas, 70% Rassemblement national, les militaires aussi, et le monde de l'argent s'en accommode. Ils préfèrent que ce soit des conservateurs libéraux, ils préfèrent qu'il y ait
qu'il y ait là-dedans des gens qui mettent un peu de discipline budgétaire, mais je pense que de plus en plus, les élites financières se disent qu'il va falloir reprendre du pouvoir d'achat, parce que quand on doit faire baisser un déficit de 6% à 3%, augmenter les impôts, réduire les dépenses, c'est la même chose, c'est reprendre du pouvoir d'achat aux gens. Et il va falloir occuper les gens. Pendant qu'on leur fait les poches, il faut leur raconter une histoire, quoi. Il va falloir une politique de rigueur, d'austérité. Et comment ça va se faire? Une part de plus en plus importante des élites se dit que la seule façon de le faire, c'est de raconter une histoire aux gens afin que, comme un bon prestidigitateur, on regarde la main droite pendant que la gauche travaille. Alors, c'est quelque chose d'inattendu qui va bouleverser ce début de mandat. C'est des hackers qui piratent la plus grande banque française et ça fout l'économie par terre. Bah oui, on est obligé de nationaliser une banque dont on ne sait pas si, comme elle a perdu le contrôle de ses chaînes de traitement informatique, donc on ne sait pas si le coût de tout ça va être 1 Kerviel, 5 milliards, ou 10 Kerviel, 50 milliards, ou 100 Kerviel, 500 milliards. Et donc l'État est obligé de reprendre ce passif inconnu. Et ça crée une incertitude auquel le gouvernement ne peut rien. Voilà. Le marché, dans ces cas-là, il réagit en appliquant ce qu'il appelle la théorie des cafards. Quand vous voyez un cafard dans la cuisine, il est possible que ce soit un cafard qui se soit isolé loin de sa colonie. Il est aussi possible qu'il y ait un nid de cafard et donc qu'il faille tout désaffecter. Donc les gens, quand ils voient un cafard, après, ils disent peut-être il y a un problème plus systémique. Donc à partir de ce moment-là, les marchés regardent la France différemment et après ils regardent le fond. Et le fond, c'est que c'est même pas qu'ils ont fait une politique budgétaire absurde. Ils n'ont pas fait une politique budgétaire absurde grâce à Henri Pompilio, qui fait des économies, qui n'applique pas le programme, enfin qui fait tout ce qu'il faut faire, et des économies très ciblées sur les gens qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les cultureux, les étrangers, les gens des centres-villes, enfin bon, très très ciblées sur les gens qui ne votent pas pour vous. Enfin, ce qui reste, c'est qu'il y a un ralentissement de la croissance parce que il y a moins d'immigrés, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité qui font que les touristes ne viennent plus, et les bâtiments se cassent la gueule, voilà, parce qu'il y a énormément de red tape administratif sur les investissements étrangers. Toutes ces raisons font qu'on passe de 1% de croissance à 0. Et là, surprise dans votre livre, il y a un tête-à-tête surréaliste entre Marine Le Pen et le chancelier allemand. C'est pratiquement de l'ordre Pétain-Hitler. Oh, pas du tout. Il demande la soumission. Non, c'est un démocrate. Il ne demande pas la soumission, il demande l'incorporation dans une entité fédérale démocratique. Dirigée par l'Allemagne. Pas dirigée par l'Allemagne, dirigée par la majorité, dans une entité fédérale. C'est comme ça que les États-Unis se sont créés. C'est quand même surréaliste. C'est pas une idée surréaliste. C'est un futur possible, un futur probable, et probablement pas le pire. Je précise pour ceux qui n'ont pas lu le livre que le chancelier allemand lui dit il faut remettre de l'ordre. Nous, les Allemands, on en a marre de payer vos conneries, les Français. Depuis 20 ans, vous allez remettre de l'ordre et on va faire un fédéraliste qui, en gros, va encadrer tout ça. Et qu'à un moment donné, si vous ne pouvez plus lever de dette, ce qui est le cas, à un moment donné, si on ne fait rien, il y aura une crise financière. Soit vous résistez pas, soit vous résistez. Alors nous, on les fait résister. Comment vous résistez? Vous avez deux choses possibles à faire si vous êtes au point de la crise où se trouvaient les Grecs ou les Italiens ou les Portugais. Vous avez deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez forcer vos banques à acheter des emprunts d'État. Vous entraînez les banques dans la faillite. Les banques ne marchent plus, donc vous êtes obligé de supprimer les retraits, etc., ce qui s'est produit en Grèce. Vous effondrez votre système bancaire. Et deuxièmement, vous pouvez créer des assignats, c'est-à-dire vous créez une monnaie supplémentaire. Qu'ils appellent bons d'achat français. Voilà, des bons d'achat français, c'est-à-dire en fait des tickets restaurants. Vous en distribuez, vous payez les fonctionnaires avec ça, puisque vous ne pouvez pas les payer autrement. Évidemment, ils sont dévalués puisque les commerçants les acceptent qu'avec une décote. Les fonctionnaires ont un pouvoir d'achat réduit de 30%, donc ils ne sont pas contents, donc certains se mettent en grève. Donc nous, dans notre dystopie, par exemple, les policiers prennent le contrôle des péages autoroutiers pour se payer. Vous avez trouvé cette idée absolument surréaliste. Tout ça est extrêmement raisonnable si vous emmenez la crise jusqu'à ce point-là. Et donc très vite, vous remettez en cause le fonctionnement de l'État et vous n'avez plus que deux solutions. Une solution, c'est de vous faire aider par vos voisins. Les Allemands. Et vos voisins, ils ne veulent pas financer un puits sans fond, donc ils vont vous imposer un plan de rigueur extrême. On l'a vu d'une façon positive, c'est-à-dire qu'elle tombe sur un chancelier allemand qui accepte de rentrer dans une logique où on mutualise la dette européenne et
Et première solution, donc vous allez vers un fédéralisme européen et vous devenez une collectivité locale. La France devient une collectivité locale. C'est exactement ce que Hamilton a fait. Hamilton, c'était un sénateur, c'est ça? C'était le secrétaire d'État au Trésor. Qui, à la fin de la guerre de sécession, propose aux États du Sud qui sont en faillite de fédérer tous les États américains. Donc ce n'est pas la soumission. Hein. On peut imaginer un chancelier allemand qui demande la soumission, ce qui est pire, et on peut imaginer un chancelier allemand qui fait l'autre choix, qui est de dire je vais protéger mes banques, je vais financer mes banques plutôt que financer l'État français. Avec rupture de l'euro, etc. C'est tombé dans une forme de chaos qui entraîne forcément la sortie de l'euro et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement extrêmement autoritaire, parce que vous êtes dans un chaos total. Donc vous avez besoin d'un gouvernement totalitaire. Donc on va dire, pour simplifier, soit collaboration avec les Allemands, soit résistance. Soit résistance, soit totalitarisme. Et d'ailleurs, vous tranchez pas. Le bouquin finit pratiquement sur Marine Le Pen, qui a rédigé ces deux discours, le discours de la soumission aux Allemands et le discours de la résistance. Et au dernier moment, elle prend avec la main droite le discours de gauche. Et alors c'est quoi ce discours qu'elle choisit? Je ne sais pas ce qu'elle choisit. Racontez-nous. Il faut lui demander. Il n'y a pas une suite dans le bouquin? Non, nous, la suite, c'est autre chose. C'est plutôt un polar, où on imagine une France en 2030, dirigée par un gouvernement d'union des droites aussi, et où les immigrés sont partis. Bon, alors on va finir avec la question que vous ne vouliez pas que je vous pose. C'est qui est vraiment Marine Le Pen? Alors moi, je vous ai déjà expliqué qu'à travers votre bouquin, on a un portrait assez précis de cette femme. Et notamment, moi je trouve qu'il y a une formule extraordinaire dans votre livre. C'est une fille à chat d'un père à chien. Fabuleux. Le dernier chapitre est à mourir de rire parce que un des clébards de Jean-Marie va bouffer le chat préféré de Marine. Mais ça, c'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Ah oui, je crois, oui. On l'a trouvé sur Internet, raconté par un vrai journaliste. L'origine de ce carnage, c'est l'origine de la mutation du Rassemblement national qui s'est dédiabolisé parce que le chien a mangé le chat. C'est le sacrifice de Chalimard, qui est le chat, qui a été mangé par le Doberman de Jean-Marie Le Pen, qui a fait quitter Marine Le Pen Montretout, qui lui a fait prendre ses distances avec son père, et qui donc l'a amené au pouvoir. Vous dites qu'elle est fascinée par les intellectuels, mais elle ne lit jamais un bouquin. On imaginait qu'elle ne lisait pas, mais que, devenant président de la République, et donc confrontée quand même le poids de l'histoire, tout ça, elle a besoin de discuter avec des intellectuels. Voilà, elle ne choisit pas que des intellectuels de l'Union des droites, mais aussi des gens un peu plus intéressants. Alors, c'est ce qui circule sur le Rassemblement national et ses principaux cadres. Incompétence et inculture. Est-ce que ce n'est pas un peu schématique? Sur le plan économique, oui, incompétence et inculture. Oui, complète, totale. Vous pensez que c'est le risque majeur de ce Rassemblement national au pouvoir? Non, je ne pense pas que c'est le risque majeur parce que la compétence et la culture sont assez partagées en politique. Le risque principal, ce n'est pas la compétence et la culture, c'est où se constitue la colère et l'énergie qui va donner à tout ça du pouvoir. Sur la solidité personnelle de cette femme, qui au fond est traumatisée, vous racontez les attentats, etc. Enfin, vous ne racontez pas, mais vous les évoquez, avec un père infernal, très violent. Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à assumer cette fonction suprême en France qui a quand même beaucoup d'importance? Elle est très seule, d'après ce que vous suggérez. Elle est traumatisée. Est-ce que c'est quelqu'un qui, sur le plan personnel, a la cohérence et la solidité suffisante pour assumer des fonctions qui sont quand même compliquées? Je n'irai pas sur ce terrain-là. Je n'ai pas envie de dire que quelqu'un est incapable psychologiquement. Elle a une histoire, elle a souffert, elle a fait des choses. Je n'ai pas non plus envie de dire qu'il n'y a que les énarques qui peuvent arriver au pouvoir. Donc non. Moi, mon problème, c'est les attentes qu'elle soulève. Donc vous ne pensez pas que c'est un profil révélateur de ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui? Je pense que le Rassemblement national, c'est pire que le profil qu'on fait de Marine Le Pen. On va finir sur ces signes noirs. La définition du signe noir dans la philosophie antique, c'est ne pas voir ce qui contredit nos convictions. C'est un peu plus, j'allais dire, subtil que vos signes noirs, qui sont un inconnu inattendu. Est-ce que d'avoir des convictions ne vous empêche pas de voir la réalité? Peut-être sur quoi? Je vous parle du Rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas leur conviction qui les empêche de voir des réalités qui risquent de leur échapper? Le principe de la politique, c'est d'ordonner une masse de faits qui vont dans tous les sens dans un récit. Donc, à partir du moment où vous faites ça, forcément, il y a des faits qui rentrent dans votre récit et des faits qui n'y rentrent pas.
Donc voilà, plus votre récit est segmentant, plus il est puissant, plus il est en contradiction avec les faits qui sont complexes. Et c'est ça le problème d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, vous avez besoin de faire des récits extraordinairement tranchés, alors que la réalité que vous allez avoir à prendre en compte quand vous allez vraiment gouverner est une réalité faite de nuances très complexes. Alors, puisqu'on a en face de nous un homme de gauche qui est de plus en plus rare aujourd'hui, il y a quand même une question que moi j'aimerais vous poser après avoir lu cette dystopie. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas la gauche qui a fait le Rassemblement national? Alors, je ne vous parle pas du petit épisode Mitterrand en 81 disant à la télé il faut recevoir Jean-Marie Le Pen parce que c'est la démocratie. Mais est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, une certaine cécité de la gauche qui a fait monter le Rassemblement national et parfois une instrumentalisation? Parce que c'était une façon de se faire passer pour des gens vertueux et moraux. C'est vrai que Mitterrand avait au fond de lui, parce qu'il venait de la droite, assez fondamentalement l'idée que l'extrême droite exprime une certaine vérité de la droite. C'est juste la droite un petit peu grimaçante. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus dans cette convergence. Vous diriez la même chose de la gauche? Non, pas tout à fait, parce que la gauche, elle est plus profondément... la gauche au sens... de ce qu'est la gauche, par exemple, aux États-Unis, c'est-à-dire à la fois des libéraux pro-business et des sociodémocrates et des woke et des marxistes, tout ça réuni. Elle est plus profondément démocratique, vous dites? Elle est plus profondément démocratique, mais elle est plus profondément divisée. Responsabilité de la gauche. Alors, responsabilité de la gauche. Donc, c'est vrai que Mitterrand a toujours considéré que l'extrême droite, c'était une certaine vérité de la droite. À part ça, quelle responsabilité de la gauche? Ce que vous voulez me faire dire? C'est la faute des woke. Alors, ça, j'entends beaucoup. C'est la faute des woke. C'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que c'est pas la faiblesse de la gauche sur le régalien qui a fait monter l'extrême droite? Et de la droite, d'ailleurs. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la faiblesse sur le régalien. On a fait 22 lois sur l'immigration depuis 15 ans. On est un des pays les plus rigoureux sur ces sujets-là. Les gens qui votent pour le RN sont des gens qui ne rencontrent pas des immigrés. Ça n'est pas dans les endroits où il y a une forte immigration qu'on vote RN. Ils votent RN parce que c'est vu à la télé. Parce que les télés, les réseaux sociaux n'ont pas une responsabilité dans cette histoire-là. Donc vous dites non à la responsabilité de la gauche. Pas particulièrement. Enfin, je crois qu'effectivement, il y a une responsabilité de tous les démocrates dans la capacité où ils sont à faire une majorité de coalition, à faire un programme de gouvernement et à défendre les qualités intrinsèques de marché ouvert, de l'ouverture internationale, de l'état de droit et de l'immigration. À un moment donné, il faut dire, l'état de droit, c'est bien, et c'est pas parce que l'Europe nous le demande. L'ouverture des marchés, c'est bien, et c'est pas parce que l'Europe nous le demande. Et l'immigration, on en a besoin. Est-ce que Bardella n'est pas plus dangereux que Marine Le Pen pour ceux qui combattent le Rassemblement national? C'est-à-dire que l'hologramme, j'ai du mal à imaginer qu'ils prennent la bonne décision. Marine Le Pen, on ne sait pas. L'hologramme, je ne vois pas comment il peut y arriver. Est-ce que, au fond, ce qui va le plus favoriser le Rassemblement national, c'est que les Français se disent « essayons autre chose » après des années et des décennies de gauche et de droite qui ont, au fond, échoué? C'est dans tous les pays maintenant, européens notamment, que l'extrême droite menace de revenir au pouvoir. Les pays dans lesquels elle est le plus contenue sont les pays de la péninsule ibérique, espagnole. C'est les pays qui ont un souvenir assez récent de ce qu'était la misère et de ce qu'était la dictature. Dernière question, puisque vous avez été conseiller politique, si par hasard Marine Le Pen vous appelle en vous disant « venez me conseiller », quel conseil vous lui donneriez aujourd'hui pour essayer de convaincre les Français de lui permettre de devenir présidente de la République? Continue cette dédiabolisation ou au contraire ait un discours plus réac encore? Quel conseil vous lui donneriez? Je ne lui donnerai pas de conseil. Ou ce serait un conseil intéressé à son échec. Alors quel conseil vous lui donneriez pour qu'elle se plante? C'est compliqué parce qu'elle est bien partie. Donc pour qu'elle se plante, faire comme les fois précédentes, dans les débats, comme son père, admirer Trump, très dangereux ça. C'est un des trucs qui peut faire que ça ne marche pas à la fin, en raison du complexe d'Astérix. Et la meilleure façon de combattre l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, c'est quoi, en 2 mots? Est-ce que c'est faire admettre aux Français que ça risque d'être le chaos? Est-ce que c'est, comme font certains à gauche, de les traiter de nazis? C'est quoi la solution pour combattre aujourd'hui
le Rassemblement national? C'est d'expliquer ce qu'est la France, depuis toujours, et de dire que ce qui est proposé là n'est pas français, ne correspond pas à notre esprit national.